Par exemple, l'été passé, on a fait genre à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc il y a une phase où il faut apprendre et une phase où il faut agir en fait. Donc il faut agir si on va avoir des résultats. Quand tu vois des t-shirts, des manteaux qui valent 500, 1000 euros, rien ne vaut ce putain de prix-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations où ils ont un module mindset, où ils parlent un petit peu de ça. C'est ce mindset-là aussi dont j'avais besoin. Ça fait quoi les premiers 10 000 euros? En vrai, à ce moment-là, je pense que tu réalises pas. Salut mon gars. Salut. C'est un plaisir de te voir enfin. Enfin, ouais. Enfin, ça a été compliqué pour t'avoir. Ouais, c'est vrai. Un vrai guest quoi. Tu vois. Ouais. Enchanté. Enchanté, Jonathan. Première fois qu'on se voit en physique. C'est ça. Donc, comme je te l'ai expliqué, le but du podcast de l'Arche, c'est de retracer ton parcours depuis le départ. Comme je te l'ai dit, hein, tu prends l'image d'un mec hyper costaud dans une salle avec un t-shirt, avec une photo de lui quand il a commencé. Je veux que toutes les personnes qui écoutent ce podcast puissent découvrir en fait le toi du début et qu'ils puissent s'identifier au toi 0 et pas au toi 100 pour qu'ils puissent comprendre que finalement, on est tous partis du départ, que c'est faisable, que c'est réalisable. Je vais te laisser te présenter. Donc, salut à tous. Donc, moi, c'est Jonathan. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Donc, je fais du e-commerce depuis aujourd'hui 5 ans. J'habite à Dubaï depuis un petit peu plus d'1 an. Voilà, aussi, j'ai une chaîne YouTube, donc Jonathan Ecom, où je partage pas mal de valeurs concernant l'e-commerce. Je suis d'origine congolaise. Je suis né en France. Et voilà, globalement, c'est un petit peu ça au niveau de ma présentation. Ok, cool. Donc, je vais repartir, je vais te poser des questions, des prémices de tout ça. D'où tu viens déjà à la base? Où c'est que tu es né? Voilà, raconte-moi vraiment depuis le départ. Ok. Alors moi, je suis né à Limoges, donc en 1997. J'ai grandi dans des HLM. Pendant une dizaine d'années, j'étais à Limoges. Après, je suis parti en Île-de-France. C'était à Sartrouville. Je ne sais pas si tu connais un petit peu l'Île-de-France. Limoges, oui. L'Île-de-France, je connais. J'ai été souvent, mais après, bon, voilà, je connais les points névralgiques, quoi. Ok. Donc oui, globalement, c'est ça. Mes parents, c'est des parents immigrés. Ils sont venus en France dans les années 70-80. Et après, moi, je suis né en 97. Donc voilà, on a fait une dizaine d'années à Limoges, dans des logements sociaux et tout. Globalement, ça se passait bien. Ouais, ça se passait plutôt bien. C'est la question que j'allais te poser. Comment ça se passait dans ces logements HLM, etc. Est-ce que finalement la vie était cool? On entend beaucoup de stéréotypes, de préjugés là-dessus. Par rapport à ça, oui, la vie a été cool. Parce que dans tous les cas, la pauvreté, je ne la ressentais pas. Parce que pour ressentir la pauvreté, il faut des moyens de comparaison. Et à ce moment-là, peut-être il y a 10-15 ans, il n'y a pas des réseaux sociaux comme aujourd'hui. On voit des jeunes de 15 ans, on va dire, qui gagnent je ne sais pas combien d'argent. Donc voilà, et quand tu es dans un environnement, tu te compares à ceux qui sont là. Donc vu qu'il n'y avait que des personnes en manque de moyens, pour ne pas dire pauvres, moi, j'aimais bien dire pauvre pour assumer, on va dire, la réalité et changer d'environnement. Mais ça se passait plutôt bien. Voilà, quand tu es en galère avec plusieurs personnes, voilà, on prend ça à la rigolade plus que se morfondre sur le sort, on va dire. Ouais, clairement. De toute façon, quand on n'a pas d'argent, finalement, on se retourne vers les vraies valeurs humaines. C'est ça. On prend du temps, on passe du temps ensemble. Et c'est ce que j'ai connu moi aussi, plus ou moins avec mes parents. Bon, je viens pas d'un HLM, mais mes parents avaient peu d'argent. Et j'ai jamais été malheureux parce que justement, quand tu n'as pas d'argent pour sortir, etc., tu es entre toi et toi. Et tu prends du temps. Et c'est d'ailleurs, j'avais fait un comparatif avec une autre personne que j'interviewais, qui lui vient d'une famille sur laquelle ils avaient de l'argent. Et finalement, tu sais, quand on n'a pas d'argent, on a tendance à envier ces personnes-là, sauf que pour avoir de l'argent, ses parents étaient obligés de beaucoup travailler, ils les voyaient peu. Et finalement, la richesse qu'on a eue, nous, de passer du temps avec nos proches, lui, il l'a pas eu, tu vois. Donc il y a toujours un prix à payer, en fait. C'est ça. C'est vrai que par rapport à ça, il y a des personnes qui sont riches, par exemple, qui n'ont pas beaucoup de temps avec leurs parents. Après, il y a des personnes pauvres aussi pour qui c'est le cas, donc c'est double peine. C'est vrai. Parce que non seulement tu es pauvre et en plus, tu passes pas de temps avec tes parents, mais au moins le côté frère et sœur, tu vois, ou en tout cas amis. Je pense que c'est plus présent quand tu es dans un endroit un peu défavorisé plus que dans un endroit favorisé. Donc oui, c'était bien quand même. Ok, cool. Du coup, tu as été à l'école? Tu as fait un peu des études ou... Ouais, donc j'étais à Limoges, j'étais en primaire. De base, j'étais dans un... T'as arrêté en primaire, non? Non. Sinon, je ne serais pas ici, je pense pas. Mais de base, j'étais dans une école privée, école privée catholique, de base. C'est mes parents, en fait, ils voulaient vraiment... par rapport à l'école... Même si voilà, mes parents étaient immigrés, ils connaissent pas tout par rapport à la France et tout, ils parlent français et tout, mais on va dire le système, ils le connaissent pas parfaitement, mais ils prenaient quand même les choses au sérieux. Eux, c'était vraiment école, faut être sérieux, faut travailler et tout. Donc ils m'ont mis dans une école privée et ça se passait bien. Ça, c'était de CP à CM2 et vraiment c'est bien encadré, tu peux pas faire n'importe quoi et tout ça, c'est vraiment carré. Ça veut dire que t'as essayé quoi. Voilà. Non mais bon voilà. Non mais on va dire c'est plus après ou dans l'école publique c'était un petit peu plus compliqué on va dire. Et après, j'ai fait école publique, 6e, 5e, 4e, 3e. Voilà, j'ai eu mon brevet. J'ai fait un bac STI 2D, option architecture et construction.
Donc, STI2D, c'est bac technique. STMG, STI2D, il y a quoi? Il y a STL aussi. Donc, STL, c'était les super tennis Leclerc. C'était les chaussures de Leclerc. T'as pas connu ça? Non, je connais. Moi, j'ai connu ça. Je mettrai une photo d'ailleurs. Okay. Leclerc vendait des chaussures. Ma mère m'avait acheté ça. C'était la honte à l'époque, mais voilà, on avait que ça. Ouais. Et ça s'appelait les STL. STL. Les super tennis Leclerc. C'est où ça? C'est à Leclerc? Leclerc, ouais. Leclerc. Ouais. T'as eu Lidl qui a sorti ses chaussures. Après, ouais. Mais Leclerc, il y a bien longtemps, il y avait les STL. D'ailleurs, si t'écoutes cette vidéo et que t'as mon âge, je suis très jeune, 87. Voilà, tu dois connaître. La génération 87, c'est la meilleure. Ouais, c'est la meilleure, bien sûr, c'est la meilleure. Et donc j'ai fait bac STI2D. Après, je suis parti en DUT génie civil. Okay. Parce que je voulais devenir architecte. Donc j'ai fait de base DUT, c'est 2 ans. Ouais. Mais c'était en alternance. J'ai pu faire qu'une seule année parce que j'ai pas trouvé d'alternance à ce moment-là. Donc. T'es un bosseur quand même. Ouais, c'est que on t'a forcé à y aller, mais tu voulais pas partir, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En vrai, l'école, ça a toujours été un petit peu important pour nous, même dans ma famille. Mes sœurs et tout, là, elles sont juristes, tout ça. Cool. Ouais, donc en fait, ils ont toujours voulu nous pousser à l'école. Ils nous disaient vraiment de ne pas négliger ça. Même que des fois, il y a une période où, même quand j'avais des mauvais bulletins, voilà, les parents, ils n'étaient pas du tout contents, tout ça. Et on avait vraiment peur. Après, encore une fois, c'est pas dire que j'ai eu un parcours extraordinaire entre guillemets. J'ai pas eu non plus, j'étais pas tête de classe, mais on essaie toujours de s'en sortir un minimum, tu vois. Tu t'es battu quand même. Voilà, un minimum. Donc voilà, j'ai fait 1 an de DUT génie civil. Okay. Après j'ai arrêté, c'est justement parce que tout l'aspect mindset, entrepreneuriat, tout ça. Ouais. Et après je suis parti en BTS MUC, okay. où j'ai fait 2 ans en alternance à Subway. Ok. Voilà. Et après j'ai fait 1 an en banque, en licence banque. Franchement, on me l'aurait dit, je dessinais le cadre du banquier parfait, je te jure. Je te jure. Ouais. Ben voilà, okay. Une année en licence banque, je travaillais à la Banque Postale en tant que conseiller financier pendant 1 an et après... ciao. Après, ciao. Ok, cool. Donc, tu as quand même suivi un parcours scolaire qui est quand même long. Tu as arrêté l'école à quel âge? 23 ans quand même. 23 ans, ok. Ouais. Donc, si je résume bien, tes parents ils sont arrivés jeunes, ils t'ont éduqué en te faisant comprendre que l'école était hyper important. Ouais. Dans ta famille, tes frères et sœurs ont réussi à obtenir grâce à l'école des statuts qui sont quand même intéressants. Et toi, tu étais parti dans la même voie. Et du jour au lendemain, tu fais autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes de je suis censé normalement devenir salarié d'une bonne boîte, etc. je pars dans le e-commerce, tu voulais être architecte, puis banquier. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce jeune à ce moment-là tu te cherches, j'ai l'impression, tu cherches un petit peu ta voie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, voilà, au moment où, avant le e-commerce, déjà tu es en train de... Un coup tu vas là, un coup tu vas là. Qu'est-ce qui se passe en fait concrètement? C'est une bonne question. En fait, en parallèle de mes études à ce moment-là, j'aimais bien jouer beaucoup aux jeux vidéo, avoir des passions, on va dire, à côté, et qui prenaient pas mal de temps. Et c'est des passions que je pouvais déjà monétiser, on va dire. C'est-à-dire qu'à l'époque, je sais pas si tu as joué un petit peu à FIFA. Non, FIFA non, mais j'étais plutôt Call of Duty. Call of Duty, ok. Ça, ouais. Et en gros, FIFA, quand tu joues beaucoup, tu commences à avoir beaucoup de monnaie dans le jeu. Ça s'appelle des crédits. Et comme à ce moment-là, je jouais beaucoup, j'avais beaucoup de crédits. Et après, je pouvais revendre ces crédits sur Internet. Donc, en fait, déjà, je crois que c'était 15, 14 ans, je pouvais déjà gagner de l'argent comme ça. Après, il y avait aussi d'autres jeux en ligne sur l'ordinateur. C'est un jeu, ça s'appelle Urban Rival. Un jeu qui s'appelle Fight aussi. Vas-y, mais ça, c'est vraiment pour les anciens. Non, mais en même temps, je mettrai moi sur la vidéo, je mettrai les logos et tout. Ok. Donc, en fait, avec ces jeux-là, par exemple, Urban Rival, c'est un jeu de cartes. Et plus tu joues, plus tu vas collectionner des bonnes cartes, etc. Et il y a des gens qui, sur Internet, ils veulent les acheter. C'est les prémices des NFT, quoi. Voilà, c'est ça. NFT version jeu vidéo. Donc, ouais, c'était ça. En fait, j'avais une vraie passion pour les jeux en ligne et en fait, de manière naturelle, en fait, je monétisais déjà. En fait, je pensais pas dans ma tête, oui, je veux devenir entrepreneur, etc. Parce que, en vrai, je connaissais personne autour de moi. Même en étant jeune, je connaissais personne qui gagnait de l'argent en ligne. Donc, je vais pas penser de moi-même le devenir. Mais voilà, de manière indirecte, je faisais déjà un petit peu des choses et ça s'est fait de fil en aiguille. Après, à partir du moment où ça a vraiment commencé à mûrir, c'est autour de mes 17-18 ans, quand j'ai justement commencé à trouver des alternances. C'est à partir de ce moment-là où j'ai compris en fait qu'on était pauvre. Parce que à ce moment-là, je ne savais pas. Tu vois, entre 0 et 17 ans, comme je t'ai dit, voilà, on mangeait. C'est juste que oui, on ne pouvait pas acheter des trucs de fou. On n'est pas allé énormément en vacances. Ok, là, on ne ressentait pas. Mais à partir de 17 ans, c'est là où j'ai commencé à ressentir qu'il y avait des différences. Par rapport au fait que pour trouver des alternances, pour certaines personnes, c'est plus facile. D'autres, c'était plus compliqué. Tu parles de couleur de peau? Franchement, pas que, tu vois.
Genre, de milieu social? Ouais, c'est surtout le milieu social, je pense. Le plus gros impact pour moi, c'est le milieu social. Okay. C'est, oui, la couleur de peau, ça peut jouer, bien sûr. Ouais. Après, en France, on fait quand même en sorte que, voilà, on essaie de réduire au maximum ces choses-là. C'est des choses qui existent, mais on essaie de les réduire. Mais je pense que le plus gros impact, ouais, c'est le milieu social. C'est pour ça qu'il y a il y a eu les gilets jaunes, etc. Même dans les manifestations, il n'y avait pas non plus énormément de noirs là-bas et tout. C'est pas une question de couleur. Ouais. Donc c'est ça, c'est vraiment à partir de 17 ans où j'ai vu que qu'il manquait des capitaux, en fait, capitaux sociaux, économiques, etc. Et c'est là où j'ai vu qu'il faut faire quelque chose, en fait. Je veux bien que parce que voilà, moi je suis un peu dans une famille où on dit que l'argent c'est pas bien, l'argent c'est mal et tout, et que les riches ils sont méchants et les pauvres ils sont gentils. Dès le début, j'avais vu que c'était faux, parce que les pauvres aussi, ils sont méchants. Et voilà, à ce moment-là, je ne connaissais pas de riches, mais en tout cas. T'as connu des pauvres méchants. Voilà. Donc, déjà, je me suis dit, peut-être ça, c'est une mascarade, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il y a des valeurs et tout, et il faut les garder, mais il faut faire de l'argent, tu vois. Ouais, clairement. C'est pas parce que tu as des valeurs que tu ne dois pas faire d'argent. C'est pas parce que tu es pauvre que tu as des valeurs et que tu es riche que tu n'en as pas, tu vois. Ça n'a rien à voir. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à regarder qu'est-ce qui était possible de faire. Et c'est là où je tombais un petit peu dans des business en ligne. T'avais quel âge à ce moment-là? 17-18 ans. Ouais. 17-18 ans. 17-18 ans. Mais encore une fois, à ce moment-là, c'était plus, je regardais, c'était de la découverte. Je n'étais pas encore vraiment passé à l'action. J'étais toujours à l'école, je jouais à mes jeux vidéo, tout ça. Et au début, le premier business que j'avais vu, c'était le MLM. Ouais. Ouais. C'était un peu la mode. À ce moment-là, ouais, c'était un petit peu la mode. Avant qu'ils se fassent tous attraper. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, c'était le MLM. Je suis même parti à des conférences, je pourrais plus dire exactement les noms. Il y a des personnes sur Paris, tu sais, ils m'ont pris dans un truc LSN ou comment ça s'appelait? Franchement, je sais même plus. Je vais retrouver le truc. Ouais. Il y avait un gros truc d'escroc. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Non, mais à ce moment-là, c'était incroyable parce que je me souviens, souvent, tu allais dans des conférences, ils t'expliquaient plein de trucs et ça paraissait crédible et tout. Mais moi, je sais pas, je sentais pas au fond de moi. Même, il y avait une fois sur Paris, il y a quelqu'un, il m'avait pris dans un bar et tout et il m'avait fait un PowerPoint, il m'avait tout expliqué, ça. Que oui, si tu vends ça, clac, ça va te ramener 2 personnes ensuite, etc. J'ai pas la conviction. C'est pour ça que c'est clair et simple, mais non, je me suis dit non. Je l'ai squeezé. Ouais, voilà. Non. Okay. Donc voilà, après, e-commerce. Sur YouTube, j'ai commencé un petit peu à voir beaucoup de gens qui en parlaient. Il y avait les Yomi, même d'autres personnes, tu vois, aux US et tout. Il y avait quoi, en France, il y a Lucas Biver, même Théophile Hélier, il en parlait aussi un petit peu. Et c'était à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir et tout, et que je me suis lancé en e-commerce. Quel est ton déclencheur pour passer de je commence à jouer aux jeux vidéo, je gagne un peu d'argent, etc. à je veux en faire un job, je veux vraiment monétiser, je veux vraiment gagner de l'argent? Quelle est la motivation derrière tout ça? Est-ce qu'il y a une revanche? Est-ce qu'il y a une injustice? Est-ce que pour toi, c'est juste améliorer ton confort de vie? Parce qu'on n'est pas tous drivés par la même chose. Et pas forcément storyteller par l'injustice de mon passé. Enfin, tu vois, ça peut être tout simplement l'amélioration de ton confort. Qu'est-ce qui t'anime à ce moment-là? Ce qui m'anime à ce moment-là, c'est juste de gagner plus d'argent. Dans le sens que moi, j'étais en mode... je disais à ma famille qu'on était pauvres et je le disais franchement, tu vois. Et en fait, ma famille disait ouais, non, faut pas dire ça, c'est pas bien, tout ça. Mais moi, je disais mais faut accepter la vérité comme elle est. C'est voilà, moi, à partir du moment où le frigo n'est pas forcément bien rempli, tu peux pas aller en vacances et qu'on est en difficulté et tout. Pour moi, on était pauvres. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire en fait? C'est le fait d'être pauvre qu'il y en a, ils voulaient se cacher cette réalité-là, mais moi, je l'ai assumé pleinement et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Franchement, j'ai pas eu un truc de revanche, genre quand j'étais petit, parce que j'ai pas eu de play, j'ai voulu me lancer dans le business. Non, c'était pas ça. C'est juste que voilà, j'ai compris que j'étais dans un état pauvre et que je voulais changer d'état, tout simplement, et voir c'était quoi la vie à côté. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que la plupart du temps, tu sais, il y a toujours une espèce de revanche, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, on peut très bien avoir une vie saine, ne pas, on va dire, manquer de quelque chose parce que tu vois, aujourd'hui, même c'est pas parce que tu as peu aux yeux des autres que tu n'as pas beaucoup au tien, tu vois, finalement. Et en fait, toi, tu as juste voulu avoir une meilleure vie. Voilà, tout simplement. Puis j'ai pas eu de revanche particulière. Cool. Dans l'enfance, j'étais pas malheureux. Oui, on était pauvres, mais comme je te disais, je le ressentais pas. Donc... Ouais, clairement. Ok. C'est une question de. C'est vrai qu'il y a une question. Si on est tous pauvres ensemble, tu peux pas te comparer. À Dubaï, on peut. Oui. À Dubaï, tu te sens pauvre aussi. Encore. Même en étant riche, entre guillemets, tu te sens pauvre. Ouais, clairement. Tu peux t'asseoir n'importe où. Le gars d'à côté, il a une montre, c'est le prix de ta maison. C'est ça. Et c'est normal. Ouais, et c'est normal, c'est clair.
Ok, cool. Donc du coup, tu te lances dans le e-commerce t'es quelle année? J'ai connu ça en 2017 et je me suis vraiment lancé fin 2018, début 2019. Donc dans les années phares. Ouais. Ça va être cool pour faire la rétrospective aujourd'hui parce que soi-disant le e-commerce est mort, soi-disant. Donc est-ce que tu peux m'expliquer donc tes premiers pas, tes prémices, comment tu te lances, est-ce que tu te formes, est-ce que voilà, quelles sont les premières boutiques que tu lances, est-ce que tu peux m'expliquer tout ça? Donc ouais, comme je disais, je me suis lancé fin 2018, début 2019. Au début, j'ai lancé des sacs à dos de sécurité. Okay. Je sais pas si tu connais un petit peu le produit. C'est en mode tu as un sac à dos et il y a un cadenas, ça fait qu'en fait on peut pas, c'est un cadenas électronique en fait. Okay. C'est-à-dire qu'on peut pas te voler tout ça. Donc j'ai d'abord essayé de lancer ce produit-là, j'ai pas forcément eu de résultat. J'ai fait 0 € de chiffre d'affaires. Ouais, effectivement, c'est pas de résultat. Ouais. Voilà. Voilà. Moins un peu ouais, voilà, oui, parce qu'avec les dépenses publicitaires, vu que moi je travaille beaucoup avec Facebook, avec les dépenses publicitaires au final t'es perdant. Broc, voilà. Mais voilà, au moins j'ai appris à faire un site, voilà, j'ai fait quelques trucs et tout. C'était ma question justement. Avant de lancer cette boutique, tu fais quoi? Tu te formes? Tu fais quoi? Ouais, YouTube. YouTube, je regarde tout le monde. Comme je disais, il y avait Théophile Hélier, Lucas Biver, Yobi. Donc tu prends du contenu gratuit? Ouais, contenu gratuit, okay. Ouais. C'est le mieux au début, même si toi et moi on vend des formations, tout ça, mais je pense que voilà, le mieux c'est d'abord regarder du contenu gratuit, un maximum, et après voilà, ceux qui veulent aller plus loin. Et voilà, même moi par rapport à ça, comme je dis, déjà contenu gratuit, être sérieux, parce que je pense qu'il y a déjà énormément de valeur sur YouTube et tout. Et après, oui, partir sur des contenus payants. Mais déjà que les gens soient assidus sur YouTube, après, on verra pour la suite. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, c'était ça, beaucoup YouTube et tout. J'ai appris à créer une boutique, mettre en place des fiches produits, etc. Ouais. Et donc, ouais, ce produit-là, j'étais pas rentable. Après, j'ai lancé des coques de téléphone. Ouais, bon, c'est un classique. Voilà, classique aussi. Coque de téléphone, coque d'AirPod. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Classique. Les faux AirPods, t'as fait les faux AirPods? Non, ça, j'ai pas fait. Mais je connais des amis qui ont fait et qui ont gagné, d'ailleurs. Ouais. Donc, ouais, c'est ça, coque de téléphone et tout. Et là, attends, je sais plus ce que ça avait donné exactement. Mais c'était pas fameux. C'était pas fameux. Ouais, c'est normal. Ouais, c'était pas fameux. T'as été en perte, voire en non-bénéfice pendant combien de temps? Comme je t'ai dit, fin 2018, début 2019, pendant au moins 3-4 mois. 3-4 mois. Ouais. 3-4 mois. Est-ce que tu peux me raconter cette période? C'est important pour moi et pour les personnes qui écoutent, parce que c'est un passage obligatoire dans toute chose, et il faut qu'ils le comprennent. Comment ça se passe, ton état d'esprit, où tu lances des boutiques, tu échoues, tu relances des boutiques, tu échoues, tu améliores ton produit, tu échoues, tu dépenses de l'argent, tu investis, et ça marche pas. Quel est ton état d'esprit sur le moment? Pourquoi tu décides pas d'arrêter? Pourquoi tu continues? Qu'est-ce qui te drive à ce moment-là? En fait, ce que je peux dire, c'est que, entre guillemets, je savais que j'allais réussir. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, j'ai déjà fait des business, entre guillemets, avant. Et je sais très bien que c'est pas parce que j'ai pas réussi la première fois que ça n'a pas marché la deuxième fois, ainsi de suite et ainsi de suite. Et dans tous les cas, tu vois des gens qui réussissent. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, tu vois des gens qui montrent leurs résultats, tu vois des personnes avec qui tu parles et tout, et tu vois que ça marche. En plus, tu vois, par exemple, sur les réseaux sociaux, parfois, tu as des gens qui réussissent et tout, et tu veux pas, entre guillemets, te comparer à eux, parce que tu vois qu'ils ont peut-être un aura spécial, ou ils ont une intelligence un peu spéciale. Mais il y a des gens, je commençais à voir des gens qui avaient des résultats en dropshipping. Je me disais, mais lui, c'est quelqu'un de normal, c'est pas possible. En fait, c'est ça, en fait. Il y avait ça et d'autres choses, tu vois. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait si lui, il a des résultats, moi, j'en ai pas et tout. Je parlais avec lui. Il me disait, oui, moi, je pensais que les gens, il fallait être ultra disciplinés, prendre des douches froides, comme on l'entend à gauche, à droite, se lever à 5 heures, faire de la méditation, tout ça. Tu fais des méditations? Non. Tu prends des douches froides? Non. Tu te lèves à 5 heures? Non. Tu gagnes de l'argent? Oui. Donc, ouais, c'est ça. Et la personne concernée, elle me disait, elle n'est pas disciplinée, elle fait rien, elle choisit ses journées, tout ça. Et moi, j'étais choqué. J'étais, ah ouais, je pensais qu'il fallait plus que ça et tout. Et même dans sa manière de parler, je voyais que c'était une personne normale. Donc, c'est tout ça qui m'a motivé. Le fait de voir des résultats, des personnes qui réussissent, même à côté, au final, j'ai pu un petit peu parler dans des groupes Facebook, etc. Et je vois vraiment des personnes normales qui réussissent. Et c'est tout ça qui m'a fait persévérer. Et par rapport au fait que j'avais déjà l'antécédent de m'être lancé dans des business. Et aussi, à ce moment-là, oui, j'ai obligé de le préciser, j'étais un peu en mode développement personnel. Ah. C'est-à-dire que... Tu te développais toi? Ouais. Ok, cool. Donc, qu'est-ce que tu as fait, dis-moi? En gros, tu vois, de mes 0 à mes 17 ans, genre, j'avais jamais lu de livre, tu vois. Ok. Et moi, à ce moment-là, je voyais ça comme quelque chose de bien, tu vois. J'étais en mode, ouais, j'ai eu mon bac sans avoir lu de livre, tout ça. Les QCM, tu vois, de lecture. En fait, c'est trop difficile si t'as pas lu le livre. Même en lisant le résumé, c'est mort, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, les trucs comme ça, j'ai toujours passé à la trappe. Tu voulais des raccourcis? Voilà, des raccourcis. Mais en fait, le truc, c'est que les QCM de lecture, à chaque fois que tu avais faux, on t'enlevait moins 0,5.
Tu vois, c'est pas en mode t'as un point, tout ça. Tu pouvais finir avec des notes négatives, tu vois. Bah ouais, à ce moment-là, j'étais beaucoup en mode développement personnel. Et c'est justement après le développement personnel que je me suis mis en mode business, en fait. Donc, tu es passé d'abord par une partie mindset. Tu t'es préparé. Voilà, tu t'es conditionné. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as lu quoi? C'est quoi les livres que tu as lus? En fait, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une formation. Ah, ok. Donc, il y a des prémices alors. Voilà, il y a des prémices. Okay. J'avais acheté une formation, elle s'appelait Prendre sa vie en main. Je sais pas si peut-être tu connais. Qui faisait ça? Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais il faudra mettre sur la miniature et tout. J'ai acheté formation Prendre sa vie en main. C'est une formation mindset. Donc après, on va dire pourquoi j'ai acheté cette formation. Parce que justement, à ce moment-là, tu vois, j'étais pas mal en mode mindset et tout. Et je savais pas qu'on peut gagner de l'argent en ligne, mais je savais que si je change mon état d'esprit, il peut bien se passer quelque chose, tu vois. T'as pas besoin qu'il y ait une personne, il ait une Bugatti pour te dire que si tous les jours tu fais quelque chose, il va se passer quelque chose. Et c'est surtout pour ça que j'ai acheté la formation, pour essayer de m'améliorer en moi-même, mais c'était même pas pour gagner de l'argent, tu vois. La première formation que j'ai achetée, c'était même pas pour gagner de l'argent. Et cette formation, elle expliquait tout ce qui était méditation, tout ça. Il y avait des trucs pour lesquels j'adhérais et d'autres un petit peu moins, tu vois. Les trucs de méditation, tout ça, je dis pas que c'est pas bien. Mais moi, en tout cas, à ce moment-là, c'était pas mon délire. Toi, tu médites quand tu dors. Voilà, c'est ça. Ouais, non, j'ai bien compris. Je suis en mode comme ça. Voilà. Tu le vois, il est dans le lit. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est avec ça, cette formation-là, ils ont commencé à parler de livres, etc., l'importance de lire. Et moi, à ce moment-là, je savais pas que c'était important de lire et ça me passionnait pas. À l'école, je comprenais pas pourquoi fallait lire tel ou tel roman. Aujourd'hui, entre guillemets, je regrette, tu vois, c'est important de lire, même pas que des livres de romans personnels. Même moi, là, il faut que je fasse l'effort de commencer à lire des livres, des romans, des trucs comme ça pour se développer. T'as un livre d'ailleurs. J'en ai un. Commencez par ton livre déjà et voilà. Et après voilà, donc j'ai commencé à lire Les Pères riches, Pères pauvres, Réfléchissez, devenez riches. Ça, c'est des classiques. Classiques, ouais. Influence et manipulation. Influence et manipulation, les 48 lois du pouvoir. Voilà, tous ces livres-là. 4 heures de travail. Ça, je l'ai pas lu, ça, par contre. Non. Mais je sais qu'il faut le lire, c'est un classique. Ouais, c'est classique. Et c'est tous ces livres-là. J'ai commencé par Père riche, Père pauvre. Et en vrai, c'était incroyable, tu vois. Number one, celui-là, quand même. Number one, pour comprendre la différence entre un passif et un actif. C'est puissant, très puissant. J'aime bien parce que, tu sais, les gens qui ont réussi, après, ils disent c'est quoi ce livre? Tu sais, en gros, ils dénigrent, mais tout le monde est passé par cette porte. C'est ça, en fait. Alors, tu vois ce que je veux dire? Faut reconnaître qu'on est tous passés par là. C'est ça. Je l'ai lu, moi, il était hyper révélateur aussi. Mais en fait, c'est entre guillemets, les gens qui vont dénigrer, c'est ok, peut-être qu'ils sont à un niveau très avancé et qui vont voir que ok, là c'est bullshit entre guillemets. Mais quelqu'un qui connaît rien et qui démarre, sur le moment, c'est très important et c'est un très bon livre. Et c'est très clair. Moi, avoir commencé avec ce livre-là, tu vois, c'était top et tout. J'ai appris pas mal de choses. Et c'est là où j'ai entendu qu'il fallait lancer des business, etc., qu'il y a différentes cases. Après, il y avait le quadrant du cash flow aussi. Oui, voilà. C'est la phase 2 de. Voilà, la phase 2. Voilà. Et c'est tous ces livres-là qui ont fait comprendre qu'on était dans différentes cases, que voilà, salarié, c'est quoi? C'est salarié, business. Après, il y a investisseur. Et le dernier, je sais plus c'est quoi, le quatrième. Moi, j'ai un QCM, je te note, t'as perdu 0,5. Je sais plus c'est quoi le quatrième, mais on le mettra. Et c'est par ce biais-là, vraiment, que je me suis lancé dans le business. Et alors, j'ai une question à te poser, tu sais, parce qu'on parle souvent, c'est pareil, c'est un facteur limitant, c'est-à-dire autour de nous, quand on grandit, etc. Tu sais, s'il n'y a personne qui a été entrepreneur, personne gagne. Tu vois, tu l'as très bien dit que tu n'as pas ressenti le malaise quand tu étais jeune parce qu'autour de toi, personne gagnait plus d'argent. Donc finalement, il est très difficile d'avoir envie de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est ça. Et d'avoir cette frustration, ce qui est finalement à la fois bien et mal. Parce que si tu avais ressenti cette frustration plus tôt, peut-être que tu aurais essayé de t'en extirper encore plus tôt. Bien sûr. Mais de l'autre côté, tu as pu avoir une enfance plus dorée. Parce que justement, tu n'avais pas cette frustration. Exactement. Là où c'est intéressant, c'est que toi, en fait, autour de toi, finalement, tu n'as pas eu cette éducation financière. Quand tu étais jeune, tes parents te disaient que l'argent était mal. C'est l'éducation de 99% des Français. Parce que bon, tu sais très bien que la part de personnes qui gagnent de l'argent elle est très faible. Et finalement, moi, j'ai toujours cet avis-là. Maintenant, après avoir discuté avec plein de gens, plein d'élèves que j'ai formés, etc., je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le pauvre dit que l'argent est mal. Non pas parce que c'est mal, mais parce qu'on l'identifier comme si ça l'était, ça permet d'étouffer la frustration de ne pas en avoir. Tu vois, je me dis, l'argent c'est mal, c'est pas bien, etc. Parce que j'en manque tellement que si c'était bien, je vais accentuer ma frustration de ne pas l'avoir. Alors que je me dis, si c'est mal, de toute façon c'est de la merde. Tu gagnes plein d'argent après, les gens ils deviennent cons, ils changent, ils sont comme ci, ils sont comme là. Et les gens généralement préfèrent dire que c'est mal plutôt que d'avouer qu'ils sont frustrés de ne pas en avoir. Est-ce que tu es OK avec ça? En fait, à 100%, c'est vraiment ce que je pense parce que le truc, c'est que
aujourd'hui, bah, l'humain, il n'aime pas voir la réalité en face. On aime beaucoup se masquer dans des illusions pour au final vivre mieux. Ouais. Donc si on commence à appuyer sur la douleur du fait que l'argent c'est important, c'est pas mal, et c'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu es méchant, bah, tout de suite, les gens qui en ont pas, il y en a qui vont réagir dans le bon sens et vont vouloir progresser, mais quand même la grande partie, ça va les mettre mal et tout. Donc limite, peut-être en France, c'est un peu comme ça parce que bah, l'ascenseur social, c'est un petit peu compliqué. Donc, ouais, c'est surtout vivre dans une illusion. Ouais. Et les gens, ils préfèrent vivre dans l'illusion et tout. Donc, mais moi, comme je te disais, moi, je disais à ma famille qu'on était pauvres. Eux, ils l'acceptaient pas. Parce qu'après aussi, tu sais pourquoi? Parce que le truc, c'est que quand tu es pauvre, t'es proche des gens plus pauvres. Ouais. Ça veut dire que, tu vois, par exemple, quand j'étais chez moi, là où j'habitais avant, tu vois, quand tu es devant des magasins, tu vois, des SDF, tout ça, et quand tu es pauvre, tu te dis, bon, voilà, moi au moins j'ai ma situation, j'arrive à manger, j'arrive à boire, tout ça. C'est vrai, tu vois, mais c'est pas dire encore une fois qu'on ne doit rien faire. Ouais. Moi, en fait, je me souviens, à un moment, j'étais un peu dans une balance particulière parce que d'un côté, oui, c'est vrai qu'il y avait des plus pauvres et qu'il faut remercier pour ce que tu as. Mais de l'autre côté, je voyais par exemple des footballeurs ou des artistes qui gagnaient déjà 10 millions et négociaient pour avoir 5 millions, tu vois. C'est-à-dire que moi, je vais essayer de gagner 500 € en plus. On va me dire que je suis méchant. Et il y a des gens qui veulent négocier 5 millions et ils sont gentils, tu vois. Clairement. Ça n'a aucun sens, en fait. Et ouais, c'est tout ça qui m'a fait réfléchir et... C'est l'illusion, les gens ils aiment l'illusion et voilà. Moi j'ai un concept là-dessus, ça s'appelle le concept de McGregor. Tu veux le connaître? Non, tu veux le connaître ou pas? Ouais. En fait, tu sais, on dit toujours que l'argent change les gens. Ouais. Pour moi, l'argent ne change pas les gens, il les révèle. Personne ne change grâce à l'argent. Et le concept de McGregor, c'est quoi? Tu sais, autour de toi, tu as des bagarreurs et des gens gentils. Tu vois. Et les gens gentils, tu dis, ouais, mais lui, il est pas bagarre, il est gentil, il est adorable, machin. C'est pas le genre de gars comme ça. Demain, tu lui donnes la force de frappe de McGregor, ça se trouve, ça devient le plus grand des connards. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on confond le fait qu'il soit gentil et son incapacité à être méchant. Exactement. Tu vois le délire? Et c'est exactement pareil avec l'argent. C'est pas que les gens ne sont pas hautains, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de l'être. Voilà, c'est ça. Tu vois le délire? Et moi, j'en ai discuté plein de fois de ça. Et je disais, si j'avais l'opportunité, la chance de pouvoir dire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux 1 million? Toi, tu veux une voiture? Toi, tu veux... Ben, tiens. Et tu observes. Et là, tu vois tout de suite qui sont les gens, tu vois. Bah oui. L'argent, pour moi, c'est un révélateur. Alors, bien sûr, je souhaite à tout le monde de gagner de l'argent, déjà, premièrement. Mais par contre, il faut savoir qu'il y a toujours un prix à payer. Ouais. Il est possible que les gens qui sont autour de vous soient révélés et que finalement, ils deviennent différents et que vous perdiez des gens. Non pas parce que vous devenez un con ou que... Non, parce qu'en fait, ils l'ont toujours été. Et ça, c'est le concept de McGregor, voilà, que j'ai créé tout seul de toutes pièces. Donc, tu pourras le ressortir. Mais je trouve que c'est un bon concept. Je trouve c'est clairement ça. Et tu peux le voir dans plein de situations. Dès que quelqu'un obtient ce qu'il veut, tu dis « Ah, ça, il a obtenu ce qu'il voulait. » Et on s'est tous dit ça, tu vois. Maintenant, il n'en a plus rien à faire. Et imagine ça à plus grande échelle. Tu sais, les gens qui sont toujours présents chez toi, etc. Actuellement... S'il écoute ce podcast, je ne lui en veux pas, mais j'ai un ami, tu vois, quand j'ai gagné un petit peu d'argent, il est venu me voir, il me dit « Ouais, Jérémy, t'as changé, tout ça. » Je lui dis « Quoi, j'ai changé ?» Il me dit « Ah, mais t'es plus pareil. » Et en fait, il voulait que je change. Ouais. Et là, je lui ai pris mon téléphone, je lui ai dit « Regarde, la semaine dernière, je t'ai appelé. La semaine d'avant, je t'ai appelé. Là, je t'ai envoyé un message et tu me réponds pas depuis 2 semaines. Qui a changé ?» Et en fait, lui avait commencé à changer son regard sur moi parce que je gagnais de l'argent. Et il espérait que je change parce que le fait que je gagne de l'argent, que je ne devienne pas ce connard qu'on déteste, eh bien, ça veut dire que je suis dans une situation financière qui est finalement pas si intéressante que ça. Et en plus de ça, ah putain, on devient pas con quand on gagne de l'argent. Bah oui, c'est ça. Ah merde, putain, alors ça veut dire que ça peut être cool. Ah putain, mais ça veut dire que ma vie est médiocre. Tu vois ce que je veux dire? Et cette même personne qui a faussement reproché ça, aujourd'hui, un de mes meilleurs amis, je lui en veux toujours pas. Je lui en veux pas. Tu vois, parce que je veux son bonheur. Mais du jour au lendemain, il a trouvé une femme. Ça fait aujourd'hui, je crois que ça fait au moins 3 mois, il me répond plus. Ni message, ni appel, ni WhatsApp, ni mail. Rien. Mec, rien du tout. Mais je suis encore... Tu vois, mon père me disait toujours, ne deviens jamais ce que tu détestes. Sinon, finalement, tu peux pas casser la haine par de la haine. C'est pas possible. Ça. Et donc, du coup, je suis heureux pour lui parce qu'il est amoureux. Je lui souhaite longue vie, tu vois. Mais j'ai un peu de frustration parce que je lui ai dit, putain, fais chier, j'ai mon ami quand même, tu vois. J'ai envie d'aller boire une bière avec lui et tout, mais répond plus. Mais bon, voilà, concept de McGregor. Donne à la personne ce qu'il veut obtenir. Et là, aujourd'hui, ça fait des années, il me donne du temps parce qu'il a pas de femme. Donc, il est tout le temps avec moi, machin, etc. Et en fait, si ça se trouve, s'il avait une femme depuis le départ, je l'aurais jamais vu. Mais tu sais, il y a des gens qui sont comme ça. Même moi, j'ai connu ça. Quand toi aussi, t'as été ce gars qui disparaît. Moi, j'ai eu des amis, exactement le même cas que toi. Franchement, meilleur ami,
Quand ils étaient célibataires, ils sont là, tout ça. Et dès lors qu'ils sont en couple, encore toi, ils sont mariés, genre c'est sa femme et tout. Franchement, moi, couple, un ami, il était en couple avec quoi, 1 mois, 2 mois avec une fille. Ah non, moi, il est pas marié, ça fait 3 mois qu'il est avec elle. Ah ok, ça fait 3 mois. Ah oui, ok, il a en plus. disparu du jour au lendemain. Ah ouais, c'est encore pire. C'est encore pire. Il a disparu. Ouais. Ah non, mais ouais, non, j'ai horreur de ça. J'ai aussi un ami qui était comme ça. Dès qu'il est en couple, il disparaît. Après, il revient, tout ça. Après, on essaie d'être vraiment gentil, comme tu l'as dit, comme c'est ton cas. Voilà, c'est ton ami, on pardonne. Mais une fois, mais pas deux, tu vois. Je sais qu'il nous avait fait ça sur sa première relation. On a dit, ok, c'est pas grave, tu vois. On peut comprendre, tu vois. On a tous nos phases et tout, c'est pas grave. Ça. Mais quand même, si tu fais ça une deuxième fois, faut pas abuser, tu vois. Je veux bien être l'entrée, mais pas le paillasson. Ouais, voilà. On est d'accord. Faut pas abuser. Ouais, clairement. Donc, ouais, les gens qui sont comme ça, c'est pas bon. Et oui, ce que tu disais par rapport à l'argent, le fait que les gens. Ils mettent ça en mode négatif, tu as commencé à gagner de l'argent, tu es resté toi-même, tu avais tes valeurs et tout. Et les gens, justement, ils veulent que tu deviennes méchant, en fait. Ça. Comme ça, il y a une excuse pour dire que ouais, Jérémy, il est bizarre, tout ça. Ouais. L'argent est mal, donc je peux rester dans ma zone de confort. Voilà, j'ai pas besoin d'aller travailler plus pour m'en extirper parce que de toute façon, c'est pour devenir comme lui. C'est ça. Devenir comme ça, jamais de la vie. Jamais, ouais. Et puis finalement, ah putain, mais sa vie elle est bien, et puis il est cool, et puis il reste pareil. Chier, putain. Ouais. Chier. Bah ouais, c'est ça. Et après, encore une fois, si on parle du principe de oui, je change, tu changes, etc. Après, à un moment donné, c'est normal de changer. Moi, je te souhaite de changer encore et je me souhaite de changer. Donc, en fait, c'est normal. La manière dont on pensait à 20 ans, c'est pas la même à 25, à 30, à 35. Tu vis de nouvelles expériences, tu rencontres des gens. Encore heureux. Bah oui, t'évolues. Donc, je nous souhaite de changer. Et j'espère que les gens qui me verront dans 5 ans, ils diront Jonathan, t'as changé positivement. Et oui. Ouais, c'est clair. Je sais plus qui c'est qui disait, il avait sorti une phrase de dingue, c'est un gars connu, qui a dit si tu te comportes à 20 ans comme à 30 ans, t'as perdu 10 ans de ta vie. Bah oui. Ouais. Mais clairement, il faut évoluer et je pense que c'est le secret de tout, même dans un couple. T'as vu un couple, t'as une copine ? Ouais. Ça fait combien de temps ? 2 ans. 2 ans. Je te souhaite longue vie. T'as pas disparu ? Merci. Non. Ouais, t'as changé. Ouais. mais en vérité, c'est vrai que tu vois, moi, ma femme, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Ok. Le début est maintenant. Si on n'avait pas accepté qu'on changeait chacun, qu'on a évolué chacun, que nos centres d'intérêt ont évolué, qu'ils ont changé aussi, et qu'on n'avait pas réappris à se connaître au fur et à mesure des années, on serait plus ensemble. Bah oui. C'est un perpétuel recommencement en fait. Ok, cool pour cette partie. Tu vois, on a fait un peu de développement personnel aussi. Ouais. On a partagé nos expériences. Je pense que pour les personnes qui écoutent ou qui regardent cette vidéo, ça sera vraiment cool, en toute humilité bien sûr. Donc du coup, tu te lances dans le e-commerce. C'est ça. Donc, tu chies tes premières boutiques. Clairement, ça fait un crash. Voilà. Complet. Ouais. Finalement, on voit que derrière, tu es animé quand même par la façon de pouvoir changer tes paradigmes, de changer ta façon de penser, ton mindset, parce que ton éducation n'était pas dans ce sens-là, que tu avais besoin de trouver les outils pour pouvoir le faire, et tu es passé par la case formation, par la case lecture, pour aller chercher justement dans ta quête les outils nécessaires pour ouvrir les portes fermées. C'est ça. Tu as déjà joué à Zelda ? Oui. Oui. T'as vu ? Et je prends cet exemple, moi je trouve que l'exemple de Zelda il est fou. T'as vu, parce que t'es sur la map et t'as des portes, tu sais que celle-là c'est la prochaine porte, mais t'as pas encore les outils, la clé, le machin. Il faut que tu réalises cette quête d'abord avant d'ouvrir cette porte, tu vois. Et la vie c'est ça en fait, tu vois. Et je pense que tu vois, pour les gens qui écoutent, c'est important de retenir que la vie c'est Zelda ou tout autre jeu vidéo, que des fois tu arriveras devant la porte, tu sais que c'est la bonne porte, mais t'as pas encore les outils pour le faire. Et à ce moment-là, la question qu'il faut que tu te poses, c'est quels sont les outils pour pouvoir ouvrir cette porte. Toi, dans ton cas précis, c'était vraiment d'aller chercher en fait tout simplement les outils qui te manquaient, le dev perso, les croyances limitantes, les faire sauter, et après tu t'es lancé. Complètement. Dis-nous ce que tu as fait ensuite. Voilà, ça m'intéresse du coup, parce que aujourd'hui tu gagnes de l'argent. Tu nous permettras de dévoiler tes chiffres dans cette vidéo ? Ouais. Cool, parfait. On le fera en fin de vidéo, comme ça, en fin de podcast, les gens resteront jusqu'au bout. Donc du coup, vas-y, explique-moi. C'est parti pour le lancement de tes boutiques e-commerce. Lancement des boutiques e-commerce. Donc, comme je t'ai expliqué, ça m'a pris 3-4 mois pour commencer à avoir des résultats. Okay. Et après, le premier produit où j'ai eu des résultats, c'était un produit ménager. Okay. Donc, pour nettoyer, c'était un produit de ménage et tout. Okay. Et avec ce produit-là, je fais à peu près 20 000 € de chiffre d'affaires. Okay. Et pour à peu près 4-5 000 € de bénéfices. Ok, 30% de marge, ça peut faire ça de toute façon. Voilà. Okay. Après, le souci avec ce produit-là, c'est que j'étais sur PayPal, tu vois, Stripe et PayPal. Et en fait, j'ai eu quasiment la grosse partie de ces fonds-là qui étaient bloqués sur PayPal. Et ça veut dire qu'en plus, t'es bloqué pendant 6 mois, tu vois. C'est-à-dire, premier produit gagnant, argent bloqué pendant 6 mois. T'as de l'argent, mais... Voilà, c'est ça. T'as de l'argent, mais voilà, c'est ça, en fait. Et au final, fallait payer pas mal de choses et tout. Et ça veut dire que PayPal, j'avais de l'argent, mais au final, j'étais à zéro, quoi. J'étais à zéro. Et franchement, c'était quelque chose qui aurait pu me faire arrêter, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que PayPal, il paie pas ? Ouais, voilà, PayPal... il paie pas. En tout cas, si t'es au début et que tu fais pas bien les choses et tout, non, ils sont...
Même encore aujourd'hui, hein, c'est pour ça qu'il faut vraiment envoyer les numéros de tracking aux clients, avoir un super bon SAV et tout, parce que sinon, ça va être très galère. Donc, ça a été mon premier produit gagnant. Après, j'ai eu un deuxième produit gagnant. Donc là, c'était début 2020. Et j'ai commencé vraiment à avoir de gros résultats à partir de mars 2020. Okay. Est-ce que tu vois un petit peu cette date? Oui, c'était le moment Covid. C'est ça, le moment Covid. Et c'est là où, tu vois, tout ce qui est en ligne, e-commerce a explosé, tu vois. Et moi, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu mon indépendance financière, tout simplement. À ce moment-là, en parallèle, je travaillais à la banque, comme je te disais. Et quand j'ai vu que je commençais à bien gagner, après, pour te donner une idée en termes de montant, à ce moment-là, en tout cas, je sais que je faisais plus de 10 000 euros par mois. Voilà, à ce moment-là, je faisais plus de revenus pour toi? Ouais, de revenus pour moi. Donc, c'était ça. À peu près 30 000 de chiffre, quoi. Ouais, à peu près 30, 40 000 quand même. Ouais, 40 000. À ce moment-là... Ça fait quoi les premiers 10 000 euros? En vrai, à ce moment-là, je pense que tu ne réalises pas. Ouais. Tu ne réalises pas parce que, en vrai, en plus, à ce moment-là, c'était Covid. Donc, dans tous les cas, tu es chez toi, tu es dans ta chambre. Tu peux rien dépenser. Voilà, tu peux rien dépenser. Tu dépenses toi aussi dans la boutique. Voilà, c'est ça en fait. Donc, en vrai, à ce moment-là, tu peux rien faire. Donc, en vrai, tu ne réalises pas. Et en vrai, ça allait tellement vite que j'ai rien fait, en fait. Et de base, je ne suis pas quelqu'un de nature trop, genre dépensière et tout. Franchement, c'est que des nombres que tu vois sur ton ordinateur. Donc, en fait, ça n'a aucune réelle signification. Mais c'est cool, tu vois. C'est sûr. C'est cool. Gagner de l'argent, franchement, c'est cool. Voilà, ça ouvre le champ des possibles, ça montre que c'est possible, enfin, tu vois. Parce que, comme je te disais, des fois, quand tu vois des gens sur les réseaux, tu penses qu'eux, ils ont un truc spécial et tout. Et là, quand tu vois que c'est toi aussi qui arrive, là, t'es content, tu vois. T'as mis combien de temps à obtenir ces chiffres-là? En vrai, en tout, 1 an et demi. Hein. 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Après, tu vois, il y a eu des phases où j'ai travaillé, des phases où j'ai pas travaillé. Tu vois. Et puis, bon, voilà, le temps. T'avais suivi des formations là-dessus? Non, à ce moment-là, c'était autodidacte. Ouais. Okay. Donc, si je dis que j'ai commencé, c'était en 2018, tout ça. Après, c'est vraiment en 2020 où j'ai vraiment commencé à avoir des vrais résultats. Et quand j'ai vu que pendant au moins 3-4 mois, je gagnais plus de 10 000 euros, c'est là où j'ai dit, vas-y, il faut que j'arrête. Ouais, ciao. Je travaillais à la banque. Et à la banque, quand tu veux partir, il faut faire un préavis. Tu peux pas partir comme ça. Il y avait 3 mois de préavis. Et donc, c'était au bout du 2e mois que je faisais 10 000 euros par mois que je me suis dit, je vais arrêter. Et comme ça, les 3 prochains mois, si je continue, c'est bon. Tu vois, donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fini mon préavis et tout. Et ça, c'était mars 2020. Et après, je me suis expatrié juin 2020. En fait. Direct. Ouais, direct. Direct. Tu t'es pas dit, ça a fonctionné, j'ai de la chance, ça va peut-être pas durer? Ouais, c'est une bonne question parce que surtout dropshipping, souvent, les business sont pas stables. Tu peux chiffrer pendant 2 mois et après, ne plus rien faire pendant un long moment et tout. Moi, à ce moment-là, mon mindset, c'était que si j'ai réussi à faire ces résultats-là alors que je travaillais, tu vois, j'avais un travail à côté, je me suis dit, mais je sais que là, je vais m'expatrier, je vais me donner à 100%. Donc, non. Je me mets à fond, je peux y arriver. Voilà, je vois pas, il n'y avait aucune raison que j'y arrive pas. Après, je me suis expatrié donc, à Londres. J'habitais à North Greenwich pendant 1 an. Après, j'habitais à Canary Wharf pendant 1 an aussi. Et la première année d'expatriation, tu vois, je me suis quand même mis, on va dire, la pression, du sens que là, avant, j'avais pas de loyer, je payais pas mes charges, mes parents ils me payaient tout et tout, donc enfin, ils me payaient pas tout, je payais pas de loyer, c'est tout ça. Donc c'est déjà une bonne chose, tu vois, ça enlève des frais de choses et tout. Et avant d'aller plus loin, j'ai 2 questions, si tu me permets. Bien sûr. La première, c'est avec le recul, sans vouloir faire la promotion, etc., mais en toute honnêteté, avec le recul, c'est 1 an et demi. Est-ce que tu aurais pu raccourcir ce temps en achetant réellement une formation? Largement. Je pense que oui, parce que déjà, j'ai pas certaines informations que j'aurais pu avoir si j'avais acheté une formation, même le mindset, tu vois, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de formations où ils ont un module mindset, où ils parlent un petit peu de ça. Et c'est ce mindset-là aussi dont j'avais besoin. Parce que oui, c'est bien d'avoir des consignes généraux, on va dire, concernant les livres. Mais quand tu es dans une formation vraiment adaptée à ta situation, c'est pas pareil. Donc, il y a des gens qui vont dire, oui, je vais apprendre l'e-commerce comme ça, je vais apprendre l'immobilier comme ça. OK, mais il faut s'entourer d'experts, il faut parler avec des experts. Et pour moi, le business, c'est surtout de la transmission, on va dire. C'est-à-dire quelqu'un qui réussit, il a peut-être eu un mentor. Tout le monde a eu des mentors. Bien sûr. À tous les niveaux, en fait. C'est-à-dire tous les gens connus, tous les gens qui ont eu une certaine forme de succès, ils ont des mentors. Donc, bien sûr que j'aurais pu raccourcir ça, oui, bien sûr. Tu l'estimes à combien de temps 1 an et demi. 1 an et demi, est-ce que ça aurait été 1 mois, 2 mois, 3 mois? Franchement, allez, 3 mois, je pense. 3 mois. Ouais. Donc, tu aurais économisé 1 an. Ouais. C'est important, 1 an dans une vie. Sachant oui. que l'argent, le temps, aujourd'hui, l'argent ne peut pas racheter le temps. Finalement, si tu devais revenir en arrière, tu te serais formé
Tout de suite. Ouais, ça aurait été clairement mieux. Ouais. J'ai une deuxième question avant de passer à la suite. Comment a été accueilli dans ta famille le fait que tu gagnes 10 000 euros par mois et que tu décides de partir? Ok. Ben, déjà, tout ce qui est montant, ils ne le savaient pas. Ouais. C'est-à-dire que même mes parents, tout ça, j'étais pas très clair sur ce que je faisais. Ben, j'étais tout le temps dans ma chambre et tout. Je me souviens, pour l'anecdote, ma mère, elle pensait, genre, je sais pas, peut-être je vendais de la drogue, tout ça. Mais je dis, mais je suis dans ma chambre, en fait. Comment elle avait demandé à mes sœurs et tout. Des yo-yo par la fenêtre. Ouais, voilà, ça doit être ça, tu vois. Et je suis tout le temps dans ma chambre. Ma mère, elle dit à ma sœur, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait, Jonathan? Il fait des trucs bizarres, tout ça. Ben, je dis, non, de toute façon, il est dans sa chambre et tout, tu vois. Donc, les montants, j'ai rien dit. Après, l'activité, franchement, pendant un long moment, je n'étais pas clair. Ma mère me demandait, ouais, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vends, etc. Je ne répondais pas. Et après, c'est au moment de l'expatriation. Au moment de l'expatriation, ben, je leur ai dit, je ne sais même pas même comment ils m'ont laissé partir comme ça, parce qu'en vrai, ce n'était pas clair. Je leur ai juste dit que ben, je veux partir, voilà, je vais m'expatrier. Aujourd'hui, pour le business, c'est mieux que je parte et tout. Et voilà, franchement, ils m'ont laissé, dans le sens que voilà, ils me font confiance, ils savent un petit peu mon tempérament et tout. Voilà. Mais sinon, en vrai, de vrai, c'était pas clair. Hein. Mais ouais. Et depuis, tu leur as dit ouais, mais franchement, tardivement. Hein. Ouais. Tout ce qui est montant, tout ça, tardivement. Après, à un moment donné, tu vois, ils commencent un peu à voir et tout, certaines choses. Et tu vois, par exemple, j'ai acheté ma première Rolex, c'était en 2020. Ouais. Et en vrai, ils l'ont su bien plus tard. Hein. C'est celle que tu as là? Ouais, celle que j'ai là. Okay. Ouais. Elle a une histoire alors. Ouais. Ok, cool. Ouais. Ils l'ont su bien plus tard. Et même, je pense qu'ils l'ont même su. Tu sais, il y avait eu un reportage sur TF1. Et j'étais passé sur TF1 cette année et tout. Et tout le monde l'a vu, tu vois, parce qu'ils sont passés. J'étais à Londres, ils sont venus. On a fait une journée ensemble et tout. Et c'est là où ils ont vu, parce que TF1, ils ont demandé que je monte la Rolex et tout. Ouais. Et en vrai, c'est là qu'ils ont vu. Tu vois, c'est que limite 2 ans et demi, 3 ans après, tu vois. Après, on va me demander pourquoi. En vrai, on va dire, c'est pour protéger un peu. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas trop rapidement mettre à la tête. Tu te protéger toi aussi. Ouais, voilà, c'est me protéger moi aussi, tu vois, dans le sens qu'il faut y aller crescendo. Ouais, clairement. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu commences à gagner 10 000 euros que ça y est, t'es le sauveur de l'humanité, tu vois. Donc déjà, se consolider toi. Aujourd'hui, je le suis. Et maintenant, ce que je fais, c'est public, tout le monde le sait et ça me pose pas de problème parce que maintenant, j'ai des fondations. Mais à ce moment-là, c'est pas parce que tu gagnes pendant 3 mois 10 000 euros que c'est bon, tu dois crier ça dans tous les toits. Moi, déjà, c'était pas ma personnalité et c'était pas pertinent de faire ça. T'as une belle mentalité, bravo. Ouais, bah, merci. Bravo. Est-ce que tu pourras, le concept de l'Arche, je demande toujours des photos dossiers. Est-ce que tu as une photo des prémices dans ta chambre? Ouais. Cool. Je t'enverrai ça. Super, génial. Il s'est engagé. Hein. Ouais. Vous la verrez. J'ai demandé à tout le monde la même chose pour voir les débuts. Et peut-être qu'après, toi aussi, tu auras ton t-shirt de l'Arche avec ta photo du début que tu recevras chez toi dans un coffret. Ok. J'ai prévu 2-3 trucs sympas comme ça. Merci en tout cas. Ok, cool. Donc du coup, aujourd'hui, on a vu un petit peu le parcours, on a vu un petit peu d'où tu viens, ta mentalité, ton mindset. Moi, voilà, je te connaissais pas personnellement, mais j'apprécie beaucoup cet état d'esprit, voilà, de pouvoir justement gagner de l'argent sans le crier partout, sans le montrer sur tous tes réseaux, etc. Et d'être exactement la même personne sur les réseaux qu'en vrai, c'est une belle chose. Aujourd'hui, tu as lancé maintenant plusieurs boutiques depuis. Ok. Qu'est-ce que tu fais maintenant, sans nous donner les produits, bien sûr, hein, mais voilà, est-ce que tu peux nous donner quelques détails du nombre de boutiques? Est-ce que tu es monoproduit? Est-ce que tu fais des boutiques avec plusieurs produits? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça? Aujourd'hui, je travaille avec un associé. Ça fait 3 ans que je travaille avec lui en e-commerce. Donc, on habite dans la même tour. Donc là, on est en face du Bourges et tout. Et il a déménagé là-bas il y a peut-être 2 mois. Et je suis parti le rejoindre pour qu'on puisse aussi travailler. Donc aujourd'hui, c'est monoproduit. Donc d'abord, on fait un testing en monoproduit. Et ensuite, on part sur une boutique nichée. Donc monoproduit, c'est un seul produit. Et niché, c'est vendre différents produits de la même niche, en fait. Donc globalement, c'est ça. Tu suis des thématiques toujours, c'est-à-dire hiver, été, Noël, premier de l'an, Black Friday, tu vois. Ben, en vrai, maintenant, en fait, tu vois, ça fait 2 ans que j'ai une marque qui a tourné, tu vois. Donc, tu as une marque qui tourne. Ouais. J'ai eu une marque principalement qui a vraiment bien tourné. C'était une marque pour des produits corporels et qui, en vrai, ça fonctionne toute l'année. Mais il y a quand même des pics en fonction des périodes, tu vois. Donc, ouais, globalement, c'est ça. Après, aujourd'hui, c'est beaucoup délégué. Il y a mon associé qui est dessus. C'est délégué à des prestataires, média buyers et tout. Et voilà, principalement, c'est ça. Bah, après, j'ai aussi d'autres business, formation, affiliation et tout. Bien sûr. Mais globalement, ouais, c'est ça. Ok, donc c'est pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est plus ton cœur de métier, mais tu as toujours en fait une. Ça représente quoi, 50% de tes business? 60% en termes de revenus? Ou en termes de temps? En termes de temps. Franchement, en termes de temps, 30%. 30% et en termes de revenus?
Je sais. C'est dire 50-50. Ouais, on va dire, en fait, ça dépend les mois. Ouais. Ça dépend les mois. Ça dépend les mois. Ok, Ouais. super. Aujourd'hui, tu sais, le dropshipping, ça n'a pas très bonne réputation. Ouais. Ok. Il y a plein de personnes qui disent maintenant, il faut créer une marque, absolument, etc. Moi, tu vois, tu connais Montblanc? Montblanc, la marque de stylo. Ouais, je connais. T'as un stylo Montblanc? Non. Ok. Moi, j'en ai déjà acheté. Okay. Là, j'en ai offert un à mon associé. Ils ont un storytelling qui est incroyable. Tu achètes du marketing, on le sait. Rien ne vaut d'acheter un stylo à 1 000 €. D'accord, hein. Mais pour autant, je l'achète. D'accord, parce que l'histoire me plaît, ce qu'ils me vendent, ça me plaît, etc. Aujourd'hui, je trouve, en fait, si tu veux, dans la façon de parler, pour moi, aujourd'hui, du e-commerce qui est dénigrante, encore une fois, le même lapsus, tu sais, entre les riches, c'est mal. C'est en fait, il y a une niche, effectivement, qui a été exploitée. Tu sais que je suis aussi, j'ai une boîte aussi de vente, Closer. Et aujourd'hui, tu vois, je dis toujours aux personnes que je forme, un couteau peut être utilisé pour couper de la viande, préparer un excellent plat, comme il peut être planté dans ton dos. Le problème n'est pas l'arme, mais c'est ce que tu en fais. C'est ça. Je pense que le dropshipping, c'est pareil. Aujourd'hui, et j'ai pris l'histoire du stylo, parce que rien ne vaut de payer un putain de stylo 1000 balles. Un stylo, il est fait pour écrire. Rien ne vaut. Mais derrière, si tu aimes le marketing, la façon dont on le présente, etc., et que tu as envie d'acheter le concept, pas de problème. Personne s'insurge d'acheter une bouteille d'eau au cinéma 20 fois son prix. Ouais. Tu vois, personne s'insurge d'acheter des poches de chips dans un distributeur qui vaut 20 fois son prix. Mais aujourd'hui, des personnes qui gagnent de l'argent avec un business soi-disant facile ou on escroque les gens, tu vois. Moi, je pense qu'encore une fois, ça peut être fait de manière éthique. On peut aujourd'hui effectivement apporter des solutions sur un vrai produit, avec un vrai accompagnement, avec une vraie fiche produit, avec un produit de qualité. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu le ressens dans les personnes que tu formes, dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu as changé justement ton fusil d'épaule sur la façon de présenter tes produits? Est-ce que tu fais du dropshipping comme était fait à l'époque, qui a donné cette mauvaise réputation influenceur, avec des produits qui donnent des boutons qui font tomber les cheveux, enfin tu connais l'histoire? Ou est-ce que, c'est une question bête que je te pose parce que vu ta personnalité, je sais, ça se voit que tu fais les choses bien, mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais. C'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens qui disent que justement le dropshipping est mort par rapport à tout ce que tu as expliqué, les polémiques avec les influenceurs, etc. En fait, le problème aussi avec ces choses-là, après je vais venir par rapport à moi, mais c'est que dès lors qu'il y a des opportunités, il y a toujours des gens qui vont tout faire pour gâcher, tu vois. Il y a des gens, par exemple, dans le business, c'est pas des gens qui veulent avoir des business périns avec lesquels ils gagnent de l'argent tous les mois. C'est des personnes qui veulent faire des grands coups et après, ils font un grand coup et ils disparaissent pendant 2 ans et ils reviennent, ils font encore un grand coup. C'est ce qui s'est passé pour le dropshipping. Après, il y a eu les NFT et il y a peut-être là l'intelligence artificielle, il y aura encore d'autres choses, tu vois. L'intelligence artificielle, il y a un gros marché. Voilà, tu vois. Et c'est à cause de ces gens-là, justement, que après, tout est faussé. Et après, ces gens-là, on va dire de nature, ils sont un peu, entre guillemets, mauvaises, tu vois, ils sont un petit peu comme ça. Et après, il y a d'autres gens qui se font entraîner alors que de base, ils n'auraient jamais fait ça. Mais après, quand tu es dans un mauvais entourage, tu fais ça aussi. Et voilà, tu vois. Donc, le fait d'avoir fait ça, en fait, genre influenceur, vendre des produits de mauvaise qualité, tu vois, c'est ça qui a créé tous les problèmes. Donc, en fait, quand, par exemple, sur TF1, il y avait eu le reportage, les polémiques qu'il y a concernant le dropshipping, s'il y a des choses, c'est justifié. En fait, on peut pas dire que tout le monde n'existe pas. On peut pas dire que ça n'existe pas, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses bonnes, il y a eu des choses moins bonnes. Et voilà, vendre des produits de mauvaise qualité, c'est pas la meilleure chose à faire, tu vois. Des produits de mauvaise qualité, des arnaques, en fait, mentir sur les promotions, toutes ces choses-là. Comme il s'appelle, le ministre de l'économie, il avait dit que le dropshipping, c'est quelque chose de légal, mais c'est les arnaques, en fait, qui posent problème. Donc ouais, c'est tout ça qui fait que il y a eu ces polémiques. Et après, moi, ce que je fais, ce que j'enseigne aux élèves, c'est vendre un produit de bonne qualité, essayer d'améliorer ses délais de livraison. Au début, on commence à faire un testing avec AliExpress. Donc, quand on veut tester un produit, maintenant sur AliExpress, c'est pas que des délais de livraison de 30 jours comme en 2018, tu vois. Aujourd'hui, tu peux recevoir un produit en 5 à 7 jours et tout. Donc, déjà, c'est bien, tu vois, c'est un bon début. Après, oui, on va pas concurrencer Amazon en 24 heures ou même le jour même. Mais doucement, on va étape par étape. C'est intéressant que tu parles d'Amazon parce que tout le monde parle du dropshipping, mais ils ne se rendent pas compte quand ils achètent sur Amazon que c'est du dropshipping. C'est ça en fait. c'est clairement ça. Dropshipping, c'est un business model. Les gens ils disent que dropshipping c'est mort, mais ça ne peut pas mourir. C'est sûr. Ça peut pas mourir. Tant qu'il y a des gens qui achètent sur Internet, ça va pas mourir. C'est juste que oui, dans l'inconscient des gens, dropshipping c'est produit de mauvaise qualité, AliExpress, site pourri, et c'est ça qui disent que c'est mort. Dans ce cas-là, oui, mais c'est pas le dropshipping que les gens ils enseignent en fait. N'importe quelle marque de vêtements que tu peux trouver dans des petites villes, moyennes villes, tu sais, les petites boutiques avec des noms qui ne sont pas des chaînes, c'est du dropshipping. Ils achètent d'un des fournisseurs en Asie ou quoi que ce soit, ils mettent leur marque dessus et puis ils sélectionnent les produits de qualité. Personne ne fabrique ces produits.
tout est du dropshipping. Et tu vois, l'autre jour, ma femme, elle m'envoie un petit produit, tu sais, dans l'avion que tu peux gonfler pour faire un petit lit, tu vois, entre l'avion et entre le début du siège et la fin. Faire un petit lit pour la petite, tu vois, si tu as des courts trajets, etc., pour pas te faire allumer en première classe. Tu gonfles ton truc, ça fait un lit. Ok. Et c'est une influenceuse. Enfin, elle se dit pas influenceuse, mais en gros, elle a 150... Putain, je vais y arriver. Elle a 150 000 abonnés sur Instagram. Et elle a fait très intelligemment. Elle donne des conseils pour le bébé, machin, là. Donc, elle a toute une liste de produits. Donc, moi, je vais regarder son produit, $155. OK. Je vais sur Amazon, $72. OK. Je vais sur AliExpress, $30. Voilà. Finalement, on peut critiquer l'influenceuse, mais elle a fait du taf. Elle a mis en scène la vidéo, machin, nana. Elle prend une marge normale. De l'autre côté, tu vas sur Amazon, tu dis ah putain, l'influenceuse c'est une voleuse, mais Amazon ils sont normal. Tu vas sur Amazon, tu retrouves le produit. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est une question. Tu vois, il y a des gens qui préfèrent acheter sur Amazon parce qu'ils sont sûrs, il y a du service, machin, nanana. T'achètes ça, t'achètes l'image, t'achètes la sûreté. De l'autre côté, il y en a qui veulent pas acheter sur AliExpress parce qu'ils ont peur de jamais recevoir le produit, parce que machin, nanana. Et de l'autre côté, t'as des gens qui préfèrent acheter à l'influenceuse aussi pour soutenir le fait qu'elle fasse du contenu. C'est ça. Tu vois? Donc moi, je pense que je fais pas personnellement, j'avais fait les coques de AirPod moi aussi au tout départ. Ouais. Bon, moi ça n'avait pas marché du tout. Voilà, puis après je me suis lancé orienté dans l'infoproduit qui est devenu mon business model. Mais dans l'idée, encore une fois, j'aime bien mettre en lumière des personnes qui ont des business, à les creuser au fond et que les gens comprennent qu'en fait, il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a pas de mauvais business, il n'y a que de mauvaises personnes. C'est ça. Et c'est ça qui est important de retenir. C'est ça, clairement. Et ce que tu dis par rapport à la partie des gens qui achètent par rapport à l'image, etc., le truc, c'est que en France, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas que le marketing, en fait, c'est de valeur ajoutée. Bien sûr, clairement. C'est ça, en fait. Et il y a des gens qui ne veulent pas accepter ça et ils vont dire oui, mais pourquoi ils ne peuvent pas acheter sur AliExpress directement, etc. Mais c'est parce que, comme tu as dit, on met en place tout un système, service client français. Il y a des adresses de retour si nécessaire. AliExpress, il n'y a pas, en fait. Il y a plein de choses qu'il n'y a pas, le marketing et tout. Donc, et on leur fait présenter aussi un produit qu'ils ne connaissaient pas. En principe, ce que j'explique, c'est il y a des produits qu'ils ne vont pas connaître. On met ça en avant avec de bonnes vidéos, de bonnes photos et tout. Et ça, c'est une valeur ajoutée. Après, il y a des gens qui n'acceptent pas. Et voilà. Si on regarde bien, je terminerai là-dessus avant que tu nous donnes tes chiffres. J'ai regardé une vidéo sur les marges de LVMH. D'accord. Un sac coûte à produire 30%. Le reste, il y a 10%, je crois, Alors, il y a 30% de produits, 10% de main-d'œuvre et 60% de marketing. Ouais, voilà. Après, les gens vont dire oui, mais c'est LVMH. Non, mais tu vois le délire. Mais oui, mais c'est comme ça en fait. Aujourd'hui, et je le dis et je le répète, quand tu vois des t-shirts, des manteaux qui valent 500, 1000 euros, rien ne vaut ce putain de prix-là. Mais derrière, il y a un marketing, etc., qui fait que cette marque se positionne, que quand tu l'achètes, tu achètes un statut social, etc. Il y a plein de choses autour. Aujourd'hui, tu m'excuses, j'ai une Rolex aussi au poignet. Rien ne vaut d'acheter une putain de montre 10 000 balles. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais derrière, il y a un statut social. Il y a aussi le fait de t'offrir cette montre à ce moment-là pour te dire que ça marque une étape. Tu veux marquer ça dans le temps, etc. Il y a une histoire. En fait, on achète tous une histoire, en fait, tu vois. Et c'est ça, en fait. Mais en gros, rien ne vaut ce putain de prix-là sur le papier. Mais derrière, si tu as envie de dépenser ce prix-là parce que ça te fait plaisir, parce que sur ce moment-là, tu as envie de marquer une histoire, tu as envie de marquer un temps et que... Merde, on fait ce qu'on veut, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Voilà, tu vois, faut arrêter d'être dans le jugement. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu as les moyens de le faire, fais-le. Si tu as les moyens de le faire et que tu n'as pas envie de le faire, le fais pas. Mais par contre, aujourd'hui, je pense que la vraie thématique, c'est que le respect de tout à chacun passe par le respect de dire que chacun fait ce qu'il veut. C'est ça. Et tu fais bien de rajouter si tu as les moyens. Parce que il y a des gens, ils vont dire, dès que tu achètes une Rolex, ils vont dire, t'es un pigeon. Tu achètes une Rolex pour rien. Mais après, comme tu as dit, si tu as les moyens, pourquoi pas? Après, il y a des gens que je connais, ils n'avaient pas les moyens. Bon, là, c'est une erreur, mais... C'est une erreur. Et même quand bien même, voilà, si ça quand lui fait plaisir. Ouais, c'est son argent, de toute façon. Yallah, tu vois. Ouais, voilà. Yallah. On a de bons pays pour le dire. Ouais, c'est vrai. Quand je commande chaque année, ça fait Yallah. Yallah. Ok, parfait. Est-ce que, avant de terminer cette vidéo, tu peux nous donner quelques chiffres, s'il te plaît? Actuellement. Ça serait à quel niveau? Des chiffres que tu réalises, pas dans l'infoproduit, mais aujourd'hui sur la partie... parce que l'infoproduit, c'est pas pour ça que je t'ai fait venir sur cette... Voilà. Aujourd'hui, sur tes boutiques en ligne, qu'est-ce que tu arrives à générer en termes de chiffre d'affaires et en termes de bénéfices? En termes de chiffre d'affaires, donc, comme j'expliquais, j'ai un associé. Donc, je tourne à peu près aux 100 000 euros de chiffre d'affaires donc, par mois. Après, ça dépend les phases parce que, par exemple... le produit dont je te parle, c'est un projet qui fonctionne bien en été. Et par exemple, l'été passé, on a fait à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires. Liste-moi ça sur l'année. Sur l'année, au minimum 1 million. 1 million de chiffre d'affaires. 1 million, donc 300 400 000 euros de marge. Un petit peu moins quand même. 250 000, 300 000. Et après, on divise par deux.
avec mon associé. T'es un des rares, et je tiens à le souligner pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, à pas mentir sur ses chiffres et à pas gonfler ses chiffres. Ouais. Parce que quand je dis 300 000, il y a plein qui auraient saisi l'opportunité. Ouais, 300 000. Toi, tu tiens à dire que c'est un peu en dessous, ça prouve bien de ton humilité et de ton intégrité par rapport à tout ça. Donc, je tiens quand même à le souligner, c'est important. Non, mais merci. Après, le truc, c'est que dropshipping, il y a des gens, ils aiment bien abuser. Ouais. À commencer à dire 1 million de chiffre d'affaires, 40% de bénéfices, et c'est en plus des gens qui sont en France. Ouais. Donc, en gros, des gens qui font 1 million de chiffre d'affaires et 40% de bénéfices en France, ils arrivent à faire plus de marge que nous qui sommes à Dubaï où il n'y a pas d'impôt, tu vois. Ouais, bien sûr, bien Donc, sûr. c'est des choses aussi que j'ai dénoncées et que voilà, c'est pour ça qu'il faut être un petit peu clair, tu vois. Cool, parfait. Écoute, merci en tout cas pour cette vidéo. Tu as un dernier message à passer aux personnes qui regardent ou écoutent ce podcast. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Déjà, je te remercie pour l'invitation. Première chose, franchement, c'était un bon moment, c'était cool. Ouais, cool. Donc, voilà. Et en fait, je vous invite vraiment à travailler, prendre en compte tout ce qui est dit sur ta chaîne YouTube, t'inviter pas mal de personnes, etc. Prendre en compte chacun des histoires et des conseils de ces gens-là et surtout les mettre en application. Donc, il y a une phase où il faut apprendre et une phase où il faut agir, en fait. Donc, il faut agir si on va avoir des résultats. Écouter, c'est bien, mais comme je dis en dropshipping, tu peux te former, mais si tu n'agis pas, il ne va rien se passer. Ouais, et agir, oui, tu vas faire des erreurs, etc. Mais plus rapidement, tu feras des erreurs et plus vite, tu vas les éviter et réussir à atteindre tes objectifs. Ok, cool. Écoute, merci Joe pour cette interview. Avec plaisir. Ce podcast qu'on a fait qui, je pense, va permettre d'inspirer pas mal de personnes. C'est la fin. Je suis désolé, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Dommage. Donc, écoutez, pour toutes les personnes qui ont écouté ce podcast, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. Tu as des réseaux, je crois. Oui, c'est ça. Tu peux les donner? J'ai YouTube, donc c'est Jonathan Icom. Okay. Et Instagram, Jo-8 Icom. Magnifique. Pourquoi tirer du 8? Je sais pas. Ok. Merci à tous et à plus tard dans le prochain épisode du podcast de l'Arche. Merci Ciao, beaucoup. bye.